Wesh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite sélection de recommandations de livres à lire cet hiver, de livres à lire sous un plaid avec un chocolat chaud, entre 2 séances de tricot, à lire pendant des nuits interminables, à lire pendant des week-ends pluvieux, à lire en regardant tomber la neige, voilà. J'ai essayé de vous faire une petite sélection de romans que moi j'ai aimé lire dans ce genre de contexte ou que j'aurais aimé lire dans ce genre de contexte-là. Et je vais aussi vous présenter un petit extrait, pas ma pile à lire de l'hiver en entier, mais un petit extrait de ma pile à lire. Donc voilà, je vous propose qu'on attaque tout de suite. Je voulais commencer par vous proposer des textes pas trop longs, mais en même temps qu'on a envie de dévorer d'une traite, qu'on a envie, une fois qu'on les commence, de ne plus s'arrêter, d'aller au bout, et même dont la structure, dont la construction de l'intrigue nous empêche un petit peu de nous arrêter. Donc voilà, des livres qui seraient parfaits pour une nuit d'hiver d'insomnie, une nuit qui commence à 16h et qui se termine à 10h du matin, voilà, et que vous passeriez à lire, ce serait absolument parfait. Donc le premier de ces deux textes, c'est Un roi sans divertissement de Jean Giono. Je pense que c'est un texte qui est absolument parfait à lire en hiver, déjà parce qu'il se passe en hiver. Dans Un roi sans divertissement, Jean Giono s'essaye au récit policier, à l'intrigue policière, donc on va être dans un texte assez prenant, où en fait, dès le départ, on comprend qu'il y a des meurtres un petit peu étranges qui ont lieu dans un village, dans lequel un commissaire, il me semble, dans mon souvenir, mais c'est pas très important ça, revient et donc il va être amené à enquêter de manière plus ou moins formelle, etc. sur tout ça. On est dans un texte qui est très, je sais pas comment dire, faut pas vous attendre au polar, au thriller très terre à terre avec des faits, des éléments, bam bam bam, on avance au fur et à mesure, il y a des retournements de situation et tout ça, c'est pas du tout ça, mais c'est juste qu'il y a une intrigue policière dans le sens, il y a des meurtres et il faut savoir qui les a commis, mais on va être dans quelque chose de beaucoup plus onirique, de beaucoup plus vaporeux que ce qu'on peut avoir dans des polars, disons, traditionnels. On va avoir notamment une attention importante qui va être portée sur la beauté de la région dans laquelle ça se passe, donc en l'occurrence, il me semble que c'est dans le Trièves. Giono, c'est un auteur qui était vraiment, donc qui vient de Manosque, qui était amoureux de sa région, qui est amoureux des Alpes du Sud et tout ça, et qui leur donne une place importante dans sa littérature, sans qu'à mon sens on tombe dans ce que je peux trouver des fois un peu ennuyeux dans le nature writing, donc dans les descriptions de la nature. Moi honnêtement j'ai du mal dans le sens, ça me perd quoi, j'arrive pas à rester accrochée, même si le style est magnifique et tout ça, souvent c'est quelque chose voilà, auquel j'arrive pas à rester accrochée. Et avec Giono j'ai pas du tout eu ça, je me suis fait complètement attraper par le récit. Là on est avec notamment une enquête qui se passe partiellement, peut-être même totalement en hiver, dans des paysages enneigés, avec des longues marches dans le froid, dans la neige, l'enjeu de se réchauffer, etc. Vous voyez, on va avoir vraiment tous ces trucs-là. Et donc, je pense que c'est un livre parfait à lire en hiver et que c'est par ailleurs un livre parfait pour découvrir Giono. En tout cas, moi, c'est avec ce texte-là que je l'ai découvert et j'ai vraiment adoré. Vous en entendrez sûrement parler à nouveau très bientôt. Un autre roman assez court et qu'on ne peut pas lâcher une fois qu'on l'a commencé, et notamment parce que l'auteur nous interdit de le lâcher une fois qu'on a commencé, c'est Des arbres à abattre de Thomas Bernhard. Alors là, pour le coup, dans l'intrigue, dans le lieu où ça se passe et tout ça, ça n'a absolument rien d'hivernal. Enfin, en tout cas, c'est pas quelque chose que moi j'ai retenu. Personnellement, je l'ai lu en automne. Mais je pense, voilà, comme je vous disais, que ça se prête à une longue nuit. On est donc avec un narrateur à la première personne qui est assis dans son fauteuil à oreilles et qui regarde une scène de soirée se passer un peu sous ses yeux avec tout le gratin artistique, les mécènes, etc. de Vienne à cette époque-là. Donc je pense qu'on est dans la deuxième moitié du 20e, je ne saurais plus le situer très précisément. Et où il va avec un style vraiment très particulier. Je ne sais pas si vous avez jamais lu Thomas Bernhard, c'est vraiment une expérience littéraire, une expérience de lecture. Et qui va, oui, je disais, dans un style assez particulier, aller disséquer tous les rapports en fait entre les différents personnages, aller les moquer, aller pointer leurs vices, leurs hypocrisies, voilà quoi, vraiment essayer de mettre à nu un petit peu toute cette scène à laquelle à la fois le narrateur appartient mais qu'en même temps il débecte, qui vraiment le dégoûte. Et donc voilà, on va voir un petit peu cette ambivalence de critique en fait d'un milieu duquel on fait soi-même partie. Et d'ailleurs le sous-titre de Des arbres à abattre, c'est une irritation. Je trouve que ça
ça résume assez bien le, le texte, sur un petit peu la construction du coup pour vous donner une idée. On est sur un roman qui fait 230 pages et qui n'a aucun paragraphe, donc c'est-à-dire c'est un seul bloc de texte, donc c'est pour ça que je vous dis quand on le commence, l'auteur nous interdit de nous arrêter, c'est-à-dire qu'il ne nous offre aucune respiration qui peut nous permettre de faire une pause. Mais en fait juste quand on a commencé, on n'a pas envie de s'arrêter parce que la narration qui va faire en fait sans arrêt des allers-retours dans le temps entre là d'où le personnage nous parle, certains de ses souvenirs, ce qu'il est en train de voir, ce à quoi ça lui fait penser, ce à quoi il a pensé au moment auquel il vient de penser et qu'il est en train de nous raconter. Enfin, vous voyez, genre, c'est que des trucs comme ça. Et du coup, on est complètement entraîné en fait par la force narrative, par la construction vraiment de la phrase de Thomas Bernhard. C'est assez impressionnant ce qu'il arrive à faire. Et donc, on n'a juste pas envie de lâcher le bouquin. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi tout l'aspect satirique de ce milieu. Voilà, tout ce qui dit un petit peu de la de la bourgeoisie, d'une forme de bourgeoisie très opportuniste, très arriviste, de l'hypocrisie qu'on peut avoir dans les milieux littéraires et tout. C'est plein de punchlines, c'est très piquant, moi c'est tout ce que j'aime dans la littérature en vrai en termes d'humour et de satire et tout. Et en même temps, c'est un style qui est assez époustouflant, une construction qui est vraiment époustouflante et qui n'a pas son pareil, je pense, en littérature. Donc voilà, je vous invite à découvrir cet auteur qui est Thomas Bernhard avec ce roman cet hiver. L'hiver, évidemment, on a aussi envie de lire des pavés et du coup, je vous en ai sélectionné 2. Le premier, c'est Humilié et offensé de Dostoïevski. Alors pour moi, Dostoïevski, c'est l'hiver où jamais, genre vraiment, je crois que je n'ai jamais lu, si je mens, j'ai lu les cahiers du sous-sol en fait, les carnets du sous-sol en été. Mais à part les carnets du sous-sol qui était le premier texte que je lisais de Dostoïevski, je ne les lu qu'en hiver. Pour moi, c'est vraiment, je sais pas pourquoi, c'est un auteur qui a une plume qui est vraiment associée à cette période de l'année. Donc c'est pour ça que je vous le recommande. Et en plus, je pense que de toute façon, la littérature russe, vu qu'on va être souvent dans des univers un peu froids, un petit peu enneigés et tout ça, je trouve que ça se prête à l'hiver dans tous les cas. Je vous conseille Humilié et offensé parce que déjà, c'est un des pavés les plus courts de Dostoïevski. Donc si jamais vous ne l'avez jamais lu, ça peut être une bonne porte d'entrée dans ses grosses œuvres. Et aussi parce que j'ai l'impression qu'il est peut-être un peu moins connu que certains de ses romans comme Crime et Châtiment ou L'Idiot. Je pense que pour l'instant, mon préféré, c'est Les Démons. Je pose ça là au passage, mais voilà. Et donc, moi, Humilié et offensé, je l'ai lu donc l'hiver dernier. Si vous avez lu ma vidéo sur mes meilleures lectures de l'année dernière, il était dedans et je vous en ai déjà parlé. Mais donc pour redonner un petit peu l'intrigue, c'est assez difficile je trouve de résumer les romans de Dostoïevski, enfin de dire ce qui se passe dedans parce qu'il se passe à la fois pas grand chose et à la fois plein de choses. Il n'y a pas systématiquement d'intrigue principale et tout, enfin ouais d'intrigue au sens propre. Mais en gros dans ce roman on va avoir d'une part une espèce d'amitié et de relation d'entraide, de tendresse assez forte, presque en fait une relation de parenté sans lien de parenté qui se met en place entre une petite fille et un homme un peu raté, quoi, typique des personnages de Dostoïevski, quoi, un peu, enfin voilà, toujours malade, artiste raté et tout ça. Et en parallèle de ça, un espèce de triangle amoureux avec des enjeux d'argent, des enjeux de naïveté, de séduction et tout ça. Ces deux histoires qui évidemment sont plus ou moins connectées sous certains aspects. Et donc voilà, on va suivre un petit peu ces différents personnages. Moi, ce que j'aime beaucoup justement avec Dostoïevski, c'est la construction de ces personnages. On est avec des personnages qui sont à la fois loin de la caricature et qui en même temps tombent facilement dans quelque chose de très théâtral dans leurs attitudes, dans leurs réactions, dans leurs émotions. Moi, c'est quelque chose qui me plaît. Dostoïevski s'attarde aussi énormément sur la construction psychologique de ces personnages et ces intrigues, elles reposent beaucoup justement là-dessus. Donc vous allez finir par comprendre que moi, c'est quelque chose que j'aime voir traiter en littérature, les questions psychologiques. C'est un auteur qui va prendre le temps d'aller voir en fait ce qui se passe au sein de ces personnages, vraiment dans leur cœur, au plus profond d'eux, ce qui se joue pour eux dans les situations dans lesquelles il les met du point de vue des affects et tout ça. Donc bon, voilà, moi je trouve que c'est une démarche qui est stylée. Et voilà, je crois que c'est par ailleurs un de ses premiers romans. Et c'est pareil, un texte qu'on n'a pas envie de lâcher. On s'attache complètement au personnage, on est complètement pris par le tourbillon en fait de tout ce qui se passe. Un second pavé que je vous conseille de lire cet hiver, c'est Seul dans Berlin de Hans Fallada. C'est une fresque sociétale de Berlin en 1940. Donc on est en plein nazisme, voilà, ni plus ni moins. Donc le roman, il va partir d'un immeuble dans lequel résident différents personnages et qui vont avoir chacun un rapport différent et un rapport particulier à la situation politique actuelle du pays et de leur ville. Avec cette petite fresque du coup de personnages, l'auteur, il va nous mettre face
aux difficultés en fait que c'est d'être réellement en résistance et de toutes les diverses formes que la résistance peut prendre, mais aussi de tout ce qui peut pousser en fait à ne pas résister. En fait, on est vraiment sur un roman qui revient dans le plus profond de la médiocrité humaine, quoi, de ce qu'il y a de plus mauvais chez les êtres humains et des situations qui peuvent en faire ressortir le pire. On va suivre autant des citoyens un petit peu lambda que des membres de la police spéciale. On va voir des membres convaincus du NSDAP et des personnes qui y sont hostiles depuis le début, mais sans forcément trop oser l'ouvrir et tout ça. Donc en fait, ça permet vraiment de voir quelles sont les conditions de vie et de survie des Berlinois pendant cette période-là, quels sont les dilemmes personnels et collectifs face auxquels ils sont mis en place. Et on est du coup un peu sur un roman historique qui permet de comprendre en fait un contexte dans un lieu donné et tout ça. Et en même temps, on est sur un très grand roman, encore une fois dans la construction de ces personnages et tout. Si c'est une période qui vous intéresse un peu, je pense que c'est vraiment un must à avoir lu. Si vous êtes intéressé par la Seconde Guerre mondiale, par la résistance, la montée du nazisme ou la montée du fascisme en général et tout ça, la façon dont en fait un État fasciste il se met en place, il réussit à asseoir sa domination, sa terreur, à la fois par des moyens politiques, des moyens techniques, des moyens idéologiques. Je trouve qu'il y a vraiment tout ça qui est développé et du coup c'est un roman qui est hyper intéressant et qui en plus est quand même assez d'actualité vu qu'aujourd'hui on est dans un contexte où on parle beaucoup de montée de l'extrême droite, de montée du fascisme, on fait beaucoup d'analogies et de parallèles en fait entre différentes situations. Moi je trouve que c'est un bouquin qui permet de prendre du recul et de voir en fait qu'est-ce que c'est les traits communs, mais qu'est-ce que c'est aussi les différences, les nuances et tout ça avec éventuellement notre situation aujourd'hui, vous voyez. Il y a eu beaucoup d'obscurité dans tout ce que je vous ai présenté, mais je pense que l'hiver, c'est quand même aussi un moment où on peut avoir envie de douceur. Et donc, 2 textes pour aller dans ce sens-là. Le premier, alors c'est 2 livres en un, donc ne vous effrayez pas sur la taille, mais c'est Toby Lolnez de Timothée de Fontbelle. Alors, Toby Lolnez, c'est de la littérature jeunesse, c'est de la fantaisie, je pense. Du coup, enfin quand on est dans un monde qui n'existe pas. Et donc on est avec un petit personnage qui s'appelle Toby Lolnez et qui fait partie d'une communauté qui vit dans les arbres. Donc en fait ils sont complètement, ils sont minuscules quoi, ils mesurent quelques millimètres et leur monde à eux c'est un arbre, qui eux leur paraît immense mais qui pour nous serait sûrement juste un arbre. Et donc Toby est le fils d'un grand scientifique qui à un moment arrive à développer une technologie qui pourrait soit rendre la vie de l'arbre et de ses habitants vraiment meilleure, vraiment plus belle, pourrait l'aider à se développer dans le respect en fait de toute forme de vie qu'il y a sur cet arbre et de l'arbre lui-même. Mais si par malheur il tombait dans les mains de ce qui serait en fait l'équivalent de capitaliste tout simplement quoi, donc dans les mains des gros industriels de l'arbre, ça serait une catastrophe parce que c'est des gens qui sont en permanente recherche de profit, qui veulent uniquement pomper toutes les ressources de l'arbre, donc à savoir sa sève. Et évidemment, un arbre, si on lui pompe sa sève, toute sa sève qui est en fait l'équivalent de son sang, l'arbre est fini par mourir. Lorsque le père de Toby va refuser de donner sa technologie à ces industriels, il va se retrouver à être pourchassé et on va donc le suivre dans ses aventures. Dans ses aventures à travers l'arbre, dans ses aventures pour sauver ses parents et pour sauver l'arbre tout entier et toute sa communauté. C'est un univers, Toby Lolnez, qui est juste merveilleux, enfin vraiment, on est dans un univers qui est vraiment très visuel, qui est absolument merveilleux. Moi là j'ai une édition collector, mais dans les éditions plus classiques, et je pense même dans les éditions poche, il y a des petites illustrations qui nous permettent vraiment de nous représenter l'environnement dans lequel notre petit Toby il évolue. Donc évidemment on est dans de la littérature jeunesse, on a des personnages qui peuvent être un petit peu caricaturaux dans le sens où Toby c'est vraiment la bonté incarnée, les méchants c'est des méchants, il n'y a pas beaucoup de nuances et tout ça. Mais moi c'est vraiment la construction de l'univers que j'ai adoré et c'est quelque chose que moi je lis peu, des univers qui sont pas les nôtres, quoi, des intrigues qui se passent dans des univers qui sont pas les nôtres. Et donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Je sais pas, moi je me ressentais vraiment là dans leur petite maison qui se construisent au milieu de la mousse, même les inventions un petit peu culinaires que l'auteur il met en place, toutes les inventions technologiques, le rapport qu'ils vont avoir aux insectes, pour certains avec lesquels ils vont vivre en bonne intelligence. Certains qui vont être comme des animaux domestiques, d'autres qui vont être plutôt des bêtes sauvages dont il va falloir se protéger, tout ça. Il y a une petite histoire d'amour-amitié au milieu qui est vraiment pleine de tendresse et évidemment le message politique écologique qui est très intéressant, notamment pour de la littérature jeunesse, je trouve, où je trouve qu'on n'est pas dans la demi-mesure, quoi, et justement ça pose vraiment cet enjeu de l'écologie. Ça vient complètement questionner la recherche du profit à tout prix au détriment
des autres êtres humains et au détriment de la planète, bon là en l'occurrence de l'arbre, mais c'est vraiment une analogie un peu parfaite quoi, entre genre la planète Terre et l'arbre. Et voilà, donc c'est en 2 tomes. Là, ce que je vous ai raconté, c'est principalement en lien avec le premier tome, mais voilà, si vous aimez le premier, je vous conseille de lire le second. C'est un livre que j'avais adoré quand j'étais gamine, que j'ai relu il y a quelques années et que j'ai adoré à nouveau. Et voilà, qui est, comme je disais, plein de douceur et plein de tendresse. Un autre petit roman, alors il paraît gros comme ça, mais en fait, on est sur... je sais pas comment dire, quelque chose qui est très très aéré, hein, voilà. On est sur une grosse police très aérée et ça fait 300 pages. On est sur un gros grammage de papier, donc on est sur un petit livre qui est l'histoire d'une jeune femme qui est écrivain public, donc en fait qui reprend à la mort de sa grand-mère son travail, sa papeterie. Donc sa grand-mère était écrivain public. Écrivain public, c'est les personnes qui écrivent, par exemple, ça peut être des cartes, des contrats, des lettres, un peu n'importe quoi, à la place de gens qui soit ne savent pas écrire, soit ont pas forcément une très belle calligraphie et ont envie d'écrire quelque chose qui soit joliment écrit et qui soit écrit manuscritement, tout ça. Ça a l'air d'être encore assez important au Japon. Moi, c'est quelque chose que j'ai peu vu en France, mais peut-être que c'est juste une ignorance de ma part. Mais là, en tout cas, ça a l'air d'être quand même assez central d'aller se faire écrire ses cartes de vœux et tout ça par un écrivain public, y compris dans des milieux assez modestes. On est dans un roman qui va beaucoup tourner donc autour de l'écriture, de la calligraphie, des différentes techniques d'écriture. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Le rapport à l'écriture aussi dans une approche technique et artistique de la calligraphie, du choix du papier, vous voyez tout ça, je trouve que c'est assez beau et c'est assez original. Et donc on va suivre cette jeune femme dans son quotidien d'écrivaine publique et en même temps dans une forme de processus de deuil et de réconciliation qu'elle essaye d'avoir avec une grand-mère qui était à la fois très aimante et qui lui a transmis beaucoup de choses, mais qui sur certains aspects était aussi assez dure. Et donc voilà, il y a pas mal de choses qui se jouent en elle à travers ce deuil et à travers cet héritage de la papeterie et le fait qu'elle marche vraiment dans les traces de sa grand-mère. Donc on va être entre les souvenirs et le temps présent et c'est assez beau. C'est un livre qui est lent, qui prend le temps, qui laisse les personnages vivre leurs émotions, leurs sensations. On a des rencontres qui sont très belles. Enfin voilà, tout se joue vraiment dans une immense légèreté. On a presque un sentiment d'apesanteur, quoi. Je sais pas comment dire. À aucun moment on a de sensation d'étouffement, d'accélération. Enfin voilà, c'est vraiment la légèreté et la douceur incarnée, ce texte. Donc voilà, je vous le recommande. Je sais qu'il avait fait pas mal de bruit sur les réseaux sociaux et que peut-être ça a refroidi certaines personnes de le lire. Enfin, moi je sais que c'est mon cas. Quand des livres ils font trop de bruit et que ça m'a l'air d'être trop, je sais pas comment dire. Enfin, je sais pas, moi je sais que des fois quand les livres ils font trop de bruit et tout, ça peut me donner pas envie de les lire, enfin genre me refroidir. Mais du coup, si c'est quelque chose qui vous aurait amené à ne pas lire ce texte, vraiment je le recommande. On va passer maintenant à ma propre pile à lire. Donc je vais pas vous dire beaucoup de choses sur les livres comme d'habitude, c'est juste pour vous donner une idée de ce que j'ai envie de lire. Donc voilà, quand il y en a, je vous lirai les 4e de couverture. Donc un des premiers textes que je tenais absolument à lire cet hiver, et ça ne sert à rien que je vous le montre puisqu'il est dans une pléiade sur laquelle il n'est écrit qu'Anna Karénine, c'est Résurrection de Tolstoï. Tolstoï, pour l'instant, j'ai lu pas mal de ses nouvelles, j'ai lu Anna Karénine dont je vous avais parlé dans ma vidéo sur les pavés à lire l'été. Donc moi, Tolstoï, je l'ai vraiment préféré dans Anna Karénine que dans ses nouvelles et c'est pour ça, là, j'avais envie de poursuivre un petit peu ma découverte de cet auteur avec ce texte. Je suis encore trop effrayée par Guerre et paix et donc je fais le choix de me tourner vers celui-là. Ça a l'air assez politique et tout, donc voilà, je suis assez curieuse, j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Ensuite, ça m'a été offert par ma maman il y a quelques temps, 1 an je pense, De pierre et d'os de Bérengère Cornut aux éditions du Tripode. Donc tout ce que j'en sais, c'est ce que je vais vous lire. Une nuit, une fracture de la banquise sépare une jeune fille inuite de sa famille. Uxuralik se voit livrée à elle-même, plongée dans la pénombre et le froid polaire. Elle n'a d'autre solution pour survivre que d'avancer, trouver refuge. Commence alors, dans des conditions extrêmes, une aventure qui va faire d'elle une femme. Voilà, ça a l'air d'être un petit peu roman d'initiation qui se passe sur la banquise et tout ça, donc je pense que ça peut me plaire et que ça peut être bien dans le contexte de, comme vous avez pu le voir, avec mes recommandations de ce que j'aime lire en hiver. Je me demande si l'autrice descend pas elle-même d'Inuit, mais bon, peut-être que je me trompe, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Ensuite, ça m'a été offert aussi cet été, j'ai envie de lire Le Zéro et l'Infini d'Arthur
Kostler, dont je ne sais vraiment pas grand-chose, si ce n'est que ça traite de stalinisme et tout ça. Donc lors des purges des années 30, Roubatchov, un ancien responsable du régime soviétique, se retrouve dans les geôles de Staline. Au fil des interrogatoires avec un de ses anciens adjoints, ce cadre fidèle au parti est pris au piège d'une idéologie barbare et intransigeante dont il a été l'exécuteur. Car dans un État communiste, chaque citoyen le sait, l'individu est zéro et le parti est l'infini. À présent, Roubatchov doit faire un choix, obéir aux ordres ou suivre sa raison au péril de sa vie. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est un peu sur les cas de conscience que peuvent se poser les bureaucrates à l'époque stalinienne. Donc voilà, très curieuse de ça également. J'ai envie de lire Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. J'ai lu l'année dernière Vers le phare que j'avais absolument adoré, ça avait été un coup de cœur énorme. Je suis en train de lire les journaux de Virginia Woolf et c'est absolument bouleversant. Voilà, ni plus ni moins. Et je ne sais rien de Mrs. Dalloway. De toute façon, je pense que globalement, les romans de Virginia Woolf, c'est pas vraiment des romans qui se racontent, vous voyez. Mais ce qui est dit au dos, c'est... Le roman, publié en 1925, raconte la journée d'une femme élégante de Londres en mêlant impressions présentes et souvenirs, personnages surgis du passé comme un ancien amour ou membre de sa famille et de son entourage. Ce grand monologue intérieur exprime la difficulté de relier soi et les autres, le présent et le passé, le langage et le silence, le mouvement et l'immobilité. La qualité la plus importante du livre est d'être un roman poétique porté par la musique d'une phrase chantante comme ailée. Les impressions y deviennent des aventures. Je pense que juste Virginia Woolf est une queen. Et j'ai envie moi aussi de lire un petit Thomas Bernhardt cet hiver, donc ce sera mon deuxième. Et j'ai pour cela envie de lire Extinction. Ce qui est dit d'Extinction au dos, c'est brebis galeuse d'une famille attachée à ses traditions, héritier d'un domaine dont il n'a que faire. Muro, le narrateur, rentre au château familial de Wolfsegg, en Autriche, pour enterrer ses parents et son frère morts dans un accident de voiture. Dans ce lieu grandiose, au rite respecté et bafoué à la fois par son père, ancien membre du parti nazi, décidément, je savais pas, et par sa mère maîtresse de l'archevêque Padolini, haut dignitaire du Vatican, Muro évoque le passé, les souvenirs inquiétants, comme pour se désenvoûter de cet univers oppressant et éteindre définitivement tout ce qui le rattachait encore à son enfance et à sa jeunesse. Il me semble que c'est globalement l'histoire d'un homme qui renie un petit peu ses parents avec la satire et la plume dont sait faire preuve Thomas Bernhardt. Donc pareil, une de mes plus grosses attentes de cet hiver. On a fait le tour des livres dont je voulais vous parler pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'ores et déjà fait vos piles à lire pour l'hiver, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si vous avez des suggestions à me faire, des livres que vous adoriez que je lise cet hiver pour pouvoir vous faire un retour, n'hésitez pas à me les suggérer également. Pour rappel, parce que ce sera également une de mes lectures de cet hiver, dans une semaine on commence la lecture commune de Stone Butch Blues, donc qui est un classique de la littérature ouvrière, qui parle du quotidien d'une femme lesbienne dans un milieu ouvrier, dans le quotidien du travail à l'usine. Donc voilà, je vous invite à nous rejoindre sur le Discord pour en parler avec nous. Tous les détails du programme se trouvent sur le Discord et sur Instagram. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner si c'est toujours pas fait, à commenter, à booster la vidéo si vous êtes sur un téléphone. C'est gratuit, ça prend autant de temps qu'un like et ça nous fait monter nos vidéos de jeunes créateurs et créatrices de contenu dans l'algorithme. Et pensez évidemment à commenter, à partager si la vidéo vous a plu, que vous avez envie de faire vivre la chaîne. Je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite de très belles lectures.